Stephen King, lu par Vincent. Cimetière. Louis Creed, qui avait perdu son père à l'âge de 3 ans et n'avait connu aucun de ses deux grands-pères, ne se serait jamais attendu à se trouver un père aux approches de l'âge mûr, et pourtant c'est exactement ce qui lui arriva. Quoiqu'il préféra donner à cet homme le nom d'ami, comme on est bien forcé de le faire lorsqu'on est adulte et qu'on découvre le père qu'on aurait voulu avoir dans une phase relativement tardive de l'existence. Louis fit la connaissance de cet homme le soir où, en compagnie de sa femme et de ses 2 enfants, il vint s'installer à Ludlow dans la grande maison en bois blanche où Winston Churchill, ou Church, le chat de sa fille Eileen, élit résidence avec eux. Le bureau de recherche de l'université avait fait traîner les choses en longueur. Ça n'avait pas été une mince affaire de dénicher une maison à distance raisonnable du campus, et quand les Creed arrivèrent enfin à proximité de l'endroit où Louis pensait que se trouvait leur nouveau logis, ils étaient là, tendus et irritables. Gage, dont les dents étaient en train de percer, n'arrêtait pas de pleurnicher, et il refusait obstinément de s'endormir en dépit de toutes les berceuses que Rachel s'évertuait à lui chanter. Ce n'était pas l'heure de la tétée, et Gage connaissait son horaire aussi bien, sinon mieux, que sa mère. Elle lui offrit tout de même le sein, et il s'empressa de la mordre avec ses dents toutes neuves. Rachel, qui n'était pas encore vraiment acquise à l'idée de venir s'installer dans le Maine, elle avait vécu à Chicago toute sa vie, fondit en larmes, et Eileen eut au fait de l'imiter. À l'arrière du break, Church continuait à tourner inlassablement sur lui-même, comme il n'avait pas cessé de le faire tout au long des 3 jours qu'il leur avait fallu pour descendre de Chicago jusqu'ici. Il s'était vite résigné à le délivrer du panier, où il l'avait d'abord cloîtré, pour mettre un terme à ses miaulements insupportables, mais son va-et-vient continuel s'était avéré presque aussi exaspérant. Pour un peu, Louis y aurait été de sa larme. Une idée saugrenue, mais non sans attrait, se forma soudain dans sa tête. Il leur proposerait de rebrousser chemin pour aller manger un morceau à Bangor en attendant l'arrivée du camion de déménagement, et aussitôt que ces 3 empêcheurs de danser en rond auraient mis pied à terre, il écraserait l'accélérateur et s'enfuirait sans même un regard en arrière, engloutissant litre sur litre d'essence hors de prix dans l'énorme carburateur à 4 cylindres de la familiale. Il mettrait cap au sud et descendrait d'une traite jusqu'à Orlando, en Floride, où il se ferait embaucher comme secouriste à Disney World sous un nom d'emprunt. Mais juste avant d'arriver au péage de cette bonne grosse vieille autoroute 95, il s'arrêterait sur le bas-côté et il foutrait dehors cet abruti de chat. Là-dessus, ils franchirent un ultime virage et se retrouvèrent nez à nez avec la maison que Louis avait été le seul à voir jusqu'à présent. Il avait pris l'avion pour venir inspecter les 7 habitations possibles que Rachel et lui avaient sélectionnées sur photo dès que le poste à l'université du Maine lui avait été définitivement acquis, et il avait jeté son dévolu sur celle-ci. C'était une grande baraque ancienne de style colonial, mais comme le revêtement extérieur en bois venait d'être refait et isolé à neuf, les frais de chauffage, quoique encore assez monstrueux, ne seraient tout de même pas au-dessus de leurs moyens. La maison comportait 3 grandes pièces au rez-de-chaussée, 4 chambres à l'étage et une remise longue et basse que l'on pouvait envisager de convertir ultérieurement pour y installer des chambres supplémentaires. Le tout entouré d'une luxuriante étendue de gazon qui restait, même par cette chaleur d'août, d'un beau vert éclatant. Derrière la maison, il y avait un grand pré où les enfants pourraient jouer, et au-delà du pré, des bois qui semblaient s'étaler jusqu'à l'infini. L'agent immobilier avait expliqué à Louis que les terres contiguës à la propriété appartenaient à l'État et que toute possibilité de construction nouvelle y était exclue dans l'avenir immédiat, en raison du litige qui opposait à leur sujet les derniers survivants de la tribu des Micmacs et le gouvernement du Maine. Les Indiens exigeaient la restitution de près de 3000 hectares à Ludlow même et dans les villages avoisinants, et le procès, auquel le gouvernement fédéral était également mêlé, était d'une telle complexité qu'il risquait de traîner jusqu'à la fin du siècle. Rachel s'arrêta brusquement de pleurer et elle se redressa sur son siège. « Est-ce que c'est… »« Oui, c'est elle, dit Louis. Il éprouvait une certaine appréhension, ou plutôt il avait la trouille, et à vrai dire même une trouille bleue. Il avait hypothéqué 12 années de leur vie pour cette maison. D'ici à ce que la dernière traite soit réglée, Eileen aurait 17 ans. Il avala sa salive. « Qu'est-ce que tu en penses ?»« Oh, je la trouve magnifique !» s'écria Rachel, et Louis eut le sentiment qu'un poids immense se soulevait de sa poitrine. Il voyait bien qu'elle disait cela sérieusement, à la manière dont elle regardait la maison, tandis qu'il s'engageait dans l'allée bitumée qui contournait le bâtiment pour aboutir à l'entrée de la remise.
Le regard de Rachel courait le long des fenêtres vides, et Louise devina que son esprit était déjà occupé à toutes sortes de supputations relatives à la crétonne des rideaux, à la toile cirée des placards de cuisine, et Dieu sait quoi encore. « Papa » fit la voix d'Hailey depuis le siège arrière. Elle s'était arrêtée de pleurer aussi, et même Gage s'était calmé. Louise savourait le silence. « Oui, quoi, ma chérie ?» Il apercevait les yeux de la fillette, qu'elle avait bruns sous des cheveux châtain clair dans le rétroviseur. Elle aussi inspectait du regard la maison, la pelouse, le toit d'une autre maison un peu plus loin sur la gauche et le grand pré qui s'étirait jusqu'au vaste bois. « C'est chez nous ?»« Oui, mon cœur. C'est ici qu'on va habiter, » dit Louise. « Hurrah !» glapit-elle d'une voix perçante. Et Louise, qu'Eileen mettait parfois au comble de l'exaspération, décida qu'il se fichait comme d'une guigne d'être condamné à ne jamais voir Disney World ni la Floride. Il se rangea devant la remise et coupa le contact. Le moteur toussa une dernière fois et se tut. Le silence de l'après-midi finissant, que brisait seul un doux babil d'oiseaux, paraissait extraordinairement profond après Chicago et le brouhaha continuel de State Street et du Loop. « Chez nous » fit Rachel à mi-voix, les yeux toujours fixés sur la maison. « C'est nous » répétait Gage sur ses genoux, l'air ravi. Louis et Rachel se regardèrent avec stupeur. Dans le rétroviseur, les yeux d'Eileen s'agrandirent. « Est-ce que tu as... Est-ce qu'il... C'est une... » Ils avaient parlé tous les trois en même temps, et ils éclatèrent de rire simultanément. Gage n'en avait cure. Il continuait à sucer son pouce le plus tranquillement du monde. Cela faisait bientôt 1 mois qu'il avait commencé à dire « maman », et il s'était essayé une fois ou deux à articuler quelque chose qui ressemblait vaguement à « papa », ou peut-être que ce n'était que Louis qui prenait ses désirs pour la réalité. Mais cette fois, accident ou volonté délibérée d'imitation, il avait bel et bien dit quelque chose. Il avait dit « chez nous ». Louis souleva Gage du giron de sa mère et le serra sur son cœur. C'est ainsi qu'ils arrivèrent à Ludlow. Dans le souvenir de Louis Creed, cet instant allait toujours conserver comme une aura magique, en partie sans doute parce que la magie y avait effectivement joué un rôle, mais surtout par contraste avec la frénésie qui domina le reste de la soirée. Au cours des 3 heures suivantes, la paix et la magie ne brillèrent que par leur absence. Louis avait pris bien soin, car pouvait-il y avoir au monde être plus soigneux, plus maniaque que Louis Creed, de placer les clés de la maison à l'intérieur d'une petite enveloppe de papier craft sur laquelle il avait conscieusement inscrit « Maison Ludlow, clé reçue le 29 juin », avant de la ranger dans la boîte à gants de la Fairline. Oui, c'était bien dans la boîte à gants qu'il avait mis les clés, il en était absolument certain. Et voilà qu'à présent, elles n'étaient plus là. Tandis qu'il farfouillait partout, avec un énervement croissant à la recherche de ces maudites clés, Rachel s'accrocha le bébé à la hanche et suivit Eileen jusqu'à un arbre qui se dressait au milieu du pré. Au moment où Louise passait pour la 3e fois une main sous les sièges, sa fille poussa un hurlement, puis elle éclata en sanglots. « Louise !» cria Rachel. « Eileen s'est coupée !» La fillette était tombée du vieux pneu monté en balançoire et elle avait heurté un rocher du genou. Ce n'était guère plus qu'une écorchure, mais Louise se dit, assez mesquinement, qu'à l'entendre brailler, on aurait pu croire qu'elle venait de se faire arracher la jambe. Il jeta un coup d'œil en direction de la maison, située en vis-à-vis de la leur, de l'autre côté de la route. Il y avait de la lumière dans la pièce de devant. « Oh, ça suffit comme ça, Eileen, fit-il. Les voisins vont croire qu'on est en train d'assassiner quelqu'un. »« Mais j'ai mal !» fit la fillette. Réfrénant son irritation, Louise regagna la voiture en silence. Les clés n'étaient plus dans la boîte à gants, mais la trousse à pharmacie s'y trouvait encore. Il s'en empara et revint sur ses pas. En la voyant, Eileen se mit à hurler de plus belle. « Non, pas le truc qui pique. Ne me mets pas du truc qui pique, papa, non. »« Eileen, ce n'est que du mercurochrome, tu sais bien que ça ne pique pas. »« Sois une grande fille, dit Rachel. C'est seulement... »« Non, non !»« Oh, arrête-moi ça tout de suite. Sans quoi c'est ton derrière qui va te piquer, fit Louis. « Oh, écoute, elle est fatiguée, Lou, dit Rachel d'une voix douce. « Et elle n'est pas la seule, crois-moi. Tiens-lui la jambe. » Rachel posa Gage par terre et elle souleva la jambe d'Eileen, que Louis tartina de mercurochrome, sans prendre garde à ses gémissements de plus en plus hystériques. « Quelqu'un vient de sortir sur la véranda de cette maison, là-bas, de l'autre côté de la rue, fit observer Rachel, avant de se baisser pour récupérer Gage, qui avait commencé à s'éloigner en rampant dans l'herbe. « Ah, bah nous voilà bien, maugréa Louis. »« Louis, Eileen est... Oui, fatiguée, je sais, acheva-t-il en rebouchant le flacon de mercurochrome. Il considéra sa fille avec une expression hargneuse. « Voilà, dit-il. Et ça ne t'a pas fait mal du tout, n'est-ce pas, Eileen? Allez, à vous. »« Si, ça m'a fait mal. J'ai très très mal. » Une furieuse envie de lui flanquer une calotte le démangeait.
Il referma sa main libre sur le haut de sa cuisse et il serra de toutes ses forces. « Tu as retrouvé les clés » interrogea Rachel. « Non, pas encore, répondit-il en refermant la trousse à pharmacie d'un geste sec. Je vais. Et Gage se mit à hurler. Il ne pleurait pas, il ne vachissait pas, non, il hurlait pour de bon en se tordant convulsivement dans les bras de sa mère. Mais qu'est-ce qu'il a s'écria Rachel en le balançant à Louis, presque comme elle aurait fait d'un paquet. Louis supposait que sur ce plan-là, au moins, le fait d'avoir épousé un médecin était tout avantage. Chaque fois que le marmot semblait à 2 points d'y passer, on n'avait qu'à le refiler au mari. « Louis, qu'est-ce qu'il a ?» L'enfant portait ses 2 mains à son cou avec des gestes désordonnés en hurlant désespérément. Louis le retourna et il aperçut une protubérance blanchâtre qui grossissait à vue d'œil au-dessous de sa nuque. Il vit aussi, accrochée à l'épaulette de sa barboteuse, une petite créature velue qui remuait faiblement. Eileen, qui s'était un peu calmée, se remit soudain à vociférer. « Une abeille » brailla-t-elle. « Une abeille !» Elle fit un brusque saut en arrière, buta contre le rocher saillant sur lequel elle était tombée tout à l'heure, s'affala lourdement sur l'arrière-train et se remit à sangloter sous l'effet conjugué de la douleur, de la surprise et de la peur. « Je suis en train de devenir fou » se dit Louis avec une espèce de stupeur incrédule. « Il n'y a qu'à retirer le dard » grassilla derrière eux une voix aux inflexions traînantes. « C'est la seule méthode. On ôte le dard, on frotte un peu avec du bicarbonate et hop, l'enflure s'en va. » Mais la dite voix avait un accent du Maine si prononcé qu'au premier abord l'esprit las et confus de Louis n'enregistra qu'une sorte de bouillie sonore d'où surnageaient des diphtongues indécises. Il se retourna et aperçut, solidement planté sur l'herbe du pré, un vieillard de peut-être 70 ans, mais qui portait gaillardement son âge, vêtu d'une salopette de coutil délavé et d'une chemise de travail en coton bleu pâle, d'où émergeait un cou plein de replis et couturé de rides. Son visage était tanné par le soleil, et il fumait une cigarette sans filtre, qu'il écrasa entre le pouce et l'index, dont il empocha soigneusement le mégot, tandis que Louis achevait de le détailler du regard. Puis il tendit ses 2 mains devant lui, la paume ouverte, et sa bouche se tordit en un sourire malicieux, un sourire par lequel Louise, qui n'avait pourtant pas la sympathie facile, fut instantanément séduit. « Ce n'est pas que je veuille vous apprendre votre métier, Doc, » dit le vieux. Et c'est ainsi que Louis fit la connaissance de Johnson Grandal, l'homme qui l'eût aimé avoir pour père. Grandal avait observé leur arrivée depuis l'autre côté de la rue, et il avait traversé pour voir s'il ne pourrait pas leur être de quelque secours lorsqu'il avait semblé qu'ils étaient un peu dans la mélasse, pour reprendre l'expression dont il usa lui-même. Il s'approcha de Louis, qui tenait son fils sur l'épaule, inspecta brièvement l'enflure qui déparait le cou de Gage et avança vers elle une grosse main noueuse. Rachel ouvrit la bouche pour protester. Cette main lui paraissait bien malhabile et elle était presque aussi grosse que la tête de l'enfant. Mais avant qu'elle ait eu le temps de proférer le moindre son, les doigts du vieil homme avaient exécuté un geste rapide et vif, avec la dextérité d'un prestidigitateur qui fait danser des cartes sur son poing ou volatilise une pièce de monnaie, et le dard de l'abeille reposait au creux de sa paume. « C'est un dard de belle taille, fit-il observer. Peut-être pas digne d'une médaille d'or, mais il décrocherait bien un ruban de consolation. » Louis s'éclata de rire. Grandal posa les yeux sur lui, et avec son drôle de sourire en coin, il ajouta « Parce qu'il est de première bourse, Darla. »« Qu'est-ce qu'il a dit, maman ?» interrogea Eileen, et là-dessus Rachel éclata de rire à son tour. C'était affreusement mal élevé, bien sûr, mais quelque chose faisait que ça passait très bien. Grandal sortit un paquet de Chesterfield Kings de la poche de sa salopette, ficha une cigarette dans l'angle de sa bouche bordée d'un réseau de fines craquelures, et tout en les regardant rire avec un hochement de tête satisfait, Gage lui-même, oublieux de la piqûre d'abeille, s'était mis à glousser gentiment. Il gratta une grosse allumette à tête bleue sur l'ongle de son pouce. « Les vieux ont plus d'un tour dans leur sac, se dit Louis. De petits stratagèmes modestes, mais il y en a qui sont rudement efficaces. » Il s'arrêta de rire et tendit celle de ses 2 mains qui ne soutenaient pas l'arrière-train, franchement humide à présent, de son fils. « Ravi de faire votre connaissance, monsieur Judd Grandal, dit le vieux en lui secouant la main. Je suppose que vous êtes le docteur ? Oui, c'est moi, en effet. Louis Creed. Et voici Rachel, ma femme, et ma fille Eileen. Le petit bonhomme à la piqûre d'abeille se nomme Cage. Très heureux, dit Grandal. Ne m'en veuillez pas d'avoir ri. Ne nous en veuillez pas, plutôt. C'est bien involontaire. C'est juste que nous sommes un peu fatigués. C'était tellement en dessous de la vérité qu'il fut repris d'un rire nerveux. Il était complètement exténué. « Bah, c'est bien naturel, ma foi, dit Grandal en hochant la tête. Son regard se posa sur Rachel. « Venez donc à la maison avec votre petit gars et la fillette, madame Creed.
On va mettre un peu de bicarbonate de soude sur un torchon humide, ça fera passer la piqûre. Et puis ma femme sera heureuse de pouvoir vous dire bonjour, elle ne sort plus guère. Son arthrite a beaucoup empiré depuis 2 ou 3 ans. Rachel jeta un coup d'œil en direction de Louis, qui fit un signe d'assentiment. Oh, c'est bien aimable à vous, monsieur Grandal. Oh, vous n'avez qu'à m'appeler Judd, dit le vieil homme. Soudain, un klaxon barrit bruyamment. On entendit le rugissement d'un moteur qui rétrograde, et le gros camion de déménagement bleu parut à l'angle de l'allée et s'y engagea lourdement. Nom d'un chien, fit Louis, et moi qui ne sais même pas où j'ai mis les clés. Oh, vous en faites pas pour ça, dit Grandal. Monsieur et madame Cleveland, vos prédécesseurs de cette maison, m'ont confié un jeu de leurs clés. Ça doit bien faire 14 ou 15 ans. Ils ont vécu ici un sacré bout de temps. Joan Cleveland était la meilleure amie de ma femme. Elle est morte il y a 2 ans, et Bill est allé s'installer à Orrington, dans une de ces résidences spécialement conçues pour les vieux. Je vais aller vous les chercher. D'ailleurs, elles vous appartiennent. Oh, vous êtes trop gentil, monsieur Grandal, dit Rachel. Non, c'est la moindre des choses, voyons, dit Grandal. Ça va être une joie pour nous d'avoir à nouveau de la jeunesse dans nos parages. Mais faudra pas trop les laisser s'approcher de la route, madame Greed. Il passe beaucoup de gros camions. On entendit des claquements de portières. Les déménageurs avaient sauté du haut de leur cabine et ils venaient dans leur direction. Eileen, qui s'était détachée de leur petit groupe, demanda tout à coup « Papa, qu'est-ce que c'est que ça ?» Louis tourna la tête vers elle tout en continuant de marcher à la rencontre des déménageurs. Un sentier d'un peu plus d'1 mètre de large, nettement délimité, soigneusement aplani, s'ouvrait en bordure du pré à l'endroit précis où le gazon entretenu faisait place à l'herbe haute d'été et gravissait un flanc de coteau en sinuant à travers les buissons bas et bosquets de jeunes bouleaux avant de disparaître à la vue. « Ben, on dirait un genre de sentier, dit Louis. « Ah oui, fit Grandal en souriant. Un de ces jours, je te raconterai l'histoire de ce sentier, petite. Tu peux bien venir jusqu'à chez moi pour qu'on soigne ton petit frère ?» Oui, bien sûr, répondit Eileen, et avec une note d'espoir dans la voix, elle ajouta « Est-ce que ça pique, le bicarbonate de soude ?» Grandal fut bientôt de retour avec le double des clés, mais entre-temps, Louis avait retrouvé les siennes. La petite enveloppe avait glissé dans le mince interstice qui surmontait la paroi du fond de la boîte à gants, et elle était restée accrochée dans les câblages. Louis l'avait repêchée, et il avait ouvert au déménageur. Grandal lui remit son jeu de clés, attaché à un vieux mousqueton de chaîne de montre au métal noirci. Louis le remercia et il les glissa distraitement dans sa poche, tout en continuant d'observer les déménageurs qui transportaient à l'intérieur de la maison des caisses, des commodes, des buffets et les 1000 autres objets que les Creed avaient accumulés au long de leurs 12 années de vie conjugale. Vus ainsi, hors de leur environnement familier, ils lui paraissaient soudain bien insignifiants. Ce n'est qu'un tas de vieux machins emballés dans des cartons, se dit-il. Et tout à coup il se sentit triste et abattu. Il présuma qu'il était la proie de ce qu'on appelle communément le mal du pays. « Déraciné et transplanté, dit Grandal. Et Louis réprima un sursaut. Le vieil homme s'était matérialisé à côté de lui comme par enchantement. « À vous entendre, on croirait que vous avez déjà éprouvé cette sensation, dit-il. »« En réalité, jamais, fit Grandal en allumant une cigarette. La flamme de l'allumette jaillit brusquement et brilla avec une intensité particulière dans les ombres du jour déclinant. Cette maison, de l'autre côté de la route, mon père l'a bâtie de ses propres mains. Sa femme est venue y vivre avec lui, elle y est tombée enceinte et c'est là qu'elle m'a donné le jour, la même année que le siècle, en 1900. Ce qui vous fait donc 83 ans, dit Grandal. Et Louis fut soulagé qu'il n'ajouta pas « et toutes mes dents » ou une autre de ces formules idiotes qu'il haïssait cordialement. « Vous ne les paraissez pas, fit-il. Grandal eut un haussement d'épaule. « J'ai vécu ici toute ma vie. En 1917, je me suis engagé pour aller combattre en Europe, mais le plus près que j'en ai été, c'est Bayonne, dans le New Jersey. Sale coin, le New Jersey. Même en 1917, c'était déjà un sale coin. J'ai eu bien du bonheur en me retrouvant ici. J'ai épousé ma Norma, j'ai trouvé de l'embauche au chemin de fer et nous n'avons plus jamais bougé. Mais pour ce qui est de la vie et du mouvement, j'en ai vu tout mon comptant ici même à Ludlow, ça vous pouvez me croire. » Les déménageurs s'arrêtèrent devant l'entrée de la remise avec le sommier du grand lit double que Louis partageait avec Rachel. « Où est-ce qu'on met ça, monsieur Creed ?» leur demanda-t-il. Au premier. Attendez, je vais vous montrer. » Louis ébaucha un pas dans la direction des deux hommes, puis il se figea sur place et se retourna vers Grandal. « Oh, allez-y donc, fit le vieil homme en souriant. « Moi, je vais aller voir si tout s'arrange bien pour votre petite famille. Je leur dirai de venir vous rejoindre, et je ne reviendrai plus me fourrer dans vos pattes.
Mais un déménagement, ça vous colle une sacrée pépie. Le soir, vers les 9 heures, je m'installe toujours sur la véranda pour siroter une bière ou deux. Par les chaleurs, j'ai plaisir à regarder tomber la nuit, et des fois Norma me tient compagnie. Pas assez donc, si le cœur vous en dit. Ma foi, oui, pourquoi pas, répondit Louis, qui n'en avait nullement l'intention. Il était sûr d'avance que cette soirée bucolique sur la véranda se solderait par un examen sommaire et gratuit des rhumatismes de Norma. Il avait de la sympathie pour Grandal. Il aimait bien son sourire en coin, sa manière de s'exprimer simple et directe, et son accent yankee dont les consonances dures étaient tellement absentes que l'on aurait pu croire que la langue qu'il parlait ne comportait que des voyelles traînantes. Il se disait que c'était un brave homme, mais lorsqu'on est médecin, on apprend vite à se méfier de tout le monde. Car malheureusement, un jour ou l'autre, vos meilleurs amis eux-mêmes en viennent à vouloir vous soutirer des consultations bénévoles. Et lorsqu'il s'agit de personnes âgées, on n'en voit plus jamais le bout. Mais si vous ne me voyez pas venir, ajouta-t-il, ne restez pas debout à m'attendre, j'ai eu une journée bien rude. Ok, mais en tout cas, vous savez que vous n'avez pas besoin d'un carton d'invitation pour passer nous voir, dit Grandal. Et il y avait tant de malice dans son sourire en coin que Louis eut la distincte impression qu'il l'avait lu dans ses pensées comme dans un livre. Le vieil homme s'éloigna et Louis resta un moment à l'observer avant d'aller rejoindre les déménageurs. Grandal marchait bien droit, à longue foulée aisée. Sa démarche était celle d'un homme de 60 ans, alors qu'il était plus qu'octogénaire. Louis éprouva envers lui une première et imperceptible bouffée de ce qu'il fallait bien appeler de la tendresse. À 9 heures, les déménageurs étaient repartis et les deux enfants, aussi épuisés l'un que l'autre, s'étaient endormis dans leur nouvelle chambre. Cage dans son petit lit, Eileen sur un matelas posé à même le sol et entouré d'une véritable montagne de cartons qui contenait ses innombrables crayons de couleur, des crayons gras, en bâtonnets, qu'elle conservait jalousement même lorsqu'ils étaient brisés ou émoussés, sa collection de posters des personnages de la rue Sésame, ses livres d'images, ses vêtements et Dieu sait quoi encore. Et comme de bien entendu, Church dormait avec elle, en émettant dans le fond de sa gorge une espèce de râle catarrheux, ce que ce pauvre gros matou était capable de produire de mieux en guise de ronronnement. Un peu plus tôt, Rachel avait arpenté la maison en tous sens, le bébé dans les bras, en révisant point par point les indications que Louis avait données aux déménageurs et en leur faisant inlassablement rectifier l'ordonnance de telle pièce, déplacer tel meuble, empiler tel carton dans un ordre différent. Louis n'avait pas égaré leur chèque. Il était toujours dans la poche de sa chemise en compagnie des 5 billets de 10 $ qu'il avait prévu de leur donner à titre de pourboire. Quand le camion fut enfin vide, il leur remit le chèque et les billets, répondit à leurs remerciements d'un hochement de tête, signa la décharge qu'ils lui tendaient et les raccompagna jusqu'à la véranda, d'où il les regarda remonter à bord de leur mastodonte. Il supposait qu'ils feraient un arrêt à Bangor pour y siffler quelques bières, histoire de se rincer le gosier de toute cette poussière. Lui-même, il aurait bien volontiers éclusé une ou deux canettes. Du coup, l'image de Judd Grandal lui revint à l'esprit. Il était assis à la table de la cuisine avec Rachel, et il s'aperçut qu'elle avait des cernes sous les yeux. « Oh, toi, lui dit-il, il est temps que tu ailles te coucher. »« Ce sont des ordres du docteur » interrogea-t-elle avec un pâle sourire. « Ouais. »« Bon, bah c'est bon, j'y vais, » dit-elle en se levant. « Je suis sur les rotules, et Gage est fichu de se réveiller en pleine nuit. Tu viens ?» Louis eut un instant d'hésitation. « Non, dit-il enfin, pas tout de suite. Ce vieux type qui habite de l'autre côté de la rue, de la route, on est à la campagne ici, on dit de l'autre côté de la route, ou bien, quand on s'appelle Johnson Grandal, de l'autre côté de la route. Bon, si tu veux, de l'autre côté de la route, reprit-il. Il m'a proposé de passer chez lui boire une bière. Je crois bien que je vais accepter son invitation. Je suis pompé, mais j'ai une telle marmelade dans le crâne que je n'arriverai pas à m'endormir. » Rachel sourit. « Je te vois d'ici en train d'interroger Norma Grandal sur la localisation exacte de ses douleurs et le type de matelas qu'elle utilise. » Louise se mit à rire. Il trouvait plutôt drôle, bien qu'assez effrayante aussi, cette faculté que les femmes acquièrent de lire dans l'esprit de leur mari au bout d'un certain nombre d'années de vie commune. « Il est arrivé à pic tout à l'heure, dit-il. Je lui dois bien une petite faveur. »« Ah, retour au système du troc ?» demanda-t-elle. Louis haussa les épaules. Il aimait mieux ne rien dire à Rachel de la sympathie dont il s'était pris d'emblée à l'égard du vieil homme, et d'ailleurs il ne voyait pas très bien de quelle façon il aurait pu lui en parler. « Comment est Mrs. Grandal ?» demanda-t-il. « Très gentille, » répondit Rachel. « Elle a pris Gage sur ses genoux et il s'est laissé faire sans protester. Ça m'a étonné. Il a eu une journée éprouvante,
Et comme tu sais, c'est un enfant qui ne se laisse pas apprivoiser facilement par des gens qu'il ne connaît pas. Même dans les meilleures circonstances. En plus, elle avait une poupée et elle a laissé Eileen s'amuser avec. Et son arthrite, ça t'a paru sérieux? Oui, tout à fait sérieux, me répondit-elle. Elle est dans un fauteuil roulant? Non, mais elle se déplace avec difficulté, et ses doigts. Rachel leva ses propres doigts, qui étaient minces et fuselés, et les tordit en forme de cerf pour lui montrer ce qu'elle voulait dire. Mais ne rentre pas trop tard, hein, Lou. Être seule dans une maison inconnue, ça me fiche la frousse. Oh, elle ne restera pas inconnue longtemps, dit Louise avant de l'embrasser. À son retour, quelque temps plus tard, Louise se sentait penaud. Personne ne lui avait demandé d'examiner Norma Crandall. Au moment où il avait traversé la route, rectifia-t-il mentalement avec un sourire, la vieille dame s'était déjà retirée pour la nuit. Judd n'était qu'une silhouette indécise de l'autre côté du fin grillage métallique qui entourait la véranda. Un rocking-chair grinçait confortablement sur du linoléum usé. Louise frappa à la porte à treillis et elle cliqueta cordialement en heurtant son chambranle. La cigarette de Grandal luisait comme une grosse luciole paisible dans la chaude nuit d'été, et la voix étouffée d'un speaker de radio commentait en sourdine un match de baseball. Tout cela s'associait pour donner à Louise un sentiment des plus étranges, proche de celui qu'on éprouve en retrouvant des lieux depuis longtemps familiers. « C'est vous, Doc » fit la voix de Grandal. « C'est bien ce qu'il me semblait. »« J'espère que vous étiez sérieux au sujet de cette bière, » dit Louise en entrant. « Oh, quand il s'agit de bière, je suis toujours sincère, » dit Grandal. « Un homme qui n'est pas sincère en offrant une bière se fait des ennemis. Asseyez-vous, Doc. J'en ai mis 2 boîtes de plus dans la glace, à tout hasard. » La véranda, longue et étroite, était meublée de fauteuils et de canapés en rotin. Louise se laissa choir dans un fauteuil et il fut surpris de le trouver confortable. Un seau en fer blanc rempli de cubes de glace, au milieu desquels reposaient plusieurs boîtes de bière Black Label, était posé à portée de sa main gauche. Il en prit une boîte, remercia Grandal, l'ouvrit et savoura avec délice 2 premières gorgées de bière fraîche. « Tout le plaisir est pour moi, » dit Grandal. « J'espère que vous serez heureux ici, Doc. »« Amen, » dit Louise. « Au fait, si vous voulez des biscuits ou quelque chose, je peux aller vous en chercher. Et j'ai un pain de cheddar qui est à peu près à point. Vous en voulez une tranche ? » « On vend le fromage en pain, par ici ? » ?»« Oui, à la mode d'autrefois, » dit Grandal, avec un soupçon d'amusement dans la voix. « Oh, merci, mais la bière suffira. »« Bon, ben, on l'aidera à passer par nos propres moyens, » fit Grandal, en rotant avec satisfaction. « Votre femme est allée se coucher » interrogea Louise, en se demandant ce qu'il lui prenait de tendre la perche de cette façon. « Oh oui, certaines fois elle reste avec moi, d'autres fois non. »« Et son arthrite l'a fait beaucoup souffrir, n'est-ce pas ? » « Vous avez déjà vu un cas d'arthrite qui ne faisait pas souffrir, vous ? » demanda Grandal. Louise fit signe de dénégation. « Mais ça paraît quand même tolérable, » dit Grandal. « Elle ne se plaint pas tant que ça. C'est qu'elle est vaillante aussi, ma Norma. » Tandis qu'il disait cela, sa voix était empreinte d'une affection forte et simple. Dehors, sur la route 15, un camion-citerne passa en grondant. Il était si long, si gigantesque, que l'espace d'un moment la maison de Louis, de l'autre côté de la route, fut entièrement masquée à la vue. L'inscription sur le flanc du camion était tout juste lisible dans les dernières lueurs du crépuscule. Elle disait simplement « Orinco ». « Il est bougrement gros, ce camion », fit observer Louis. « L'Orinco est une usine d'engrais chimiques du côté d'Orrington », expliqua Crandall. « Il y a un sacré va-et-vient, c'est sûr. Les camions-citernes, les bennes à ordures, puis tous les gens qui s'en vont travailler le matin à Bangor ou à Brewster et qui rentrent chez eux le soir. » Il secoua la tête. « C'est la seule chose qui a cessé de me plaire à Ludlow, cette fichue route. On n'a plus jamais la paix, ça roule sans arrêt, jour et nuit. Quelquefois, tout ce boucan empêche Norma de dormir. Même moi, tenez, il arrive que ça me réveille. Et pourtant, je dors comme un sonneur. » Louis, à qui cette étrange campagne du Maine paraissait d'une tranquillité presque surnaturelle à côté du vacarme incessant de Chicago, se contenta de hocher la tête. « Bon, un de ces jours, les Arabes vont nous couper les vivres, et on pourra faire pousser des azalées du Japon tout le long de la ligne jaune, » dit Grandal. « Ça se pourrait bien, en effet, » dit Louis. Il renversa sa boîte de bière au-dessus de sa bouche et s'aperçut avec stupeur qu'elle était vide. Grandal éclata de rire. « Buvez-en donc une seconde, Doc, dit-il. Ce sera toujours ça de prix. » Louis hésita un instant avant de répondre. « Bon, mais après celle-là, j'arrête. Il faut que je rentre. »« Mais oui. Pas que ça vous tue son homme, un déménagement. »« Ah,
C'est radical, acquiesça Louis. Après quoi ils restèrent un moment sans rien dire. C'était un silence confortable, le genre de silence qui s'installe entre deux hommes et qui se connaissent depuis assez longtemps pour pouvoir se passer d'échanges verbaux. Louis n'avait de cette sensation qu'une connaissance purement livresque. C'était la première fois de sa vie qu'il l'éprouvait pour de bon. Il avait honte de la désinvolture avec laquelle il s'était imaginé un peu plus tôt que le vieil homme n'attendait de lui qu'une expertise médicale gratuite. Un semi-remorque passa en rugissant sur la route, ses feux de position clignotant comme des étoiles tombées. « Chienne de route, va !» fit Grandal. Il avait dit cela d'une voix songeuse, presque lointaine. Ses yeux se posèrent sur Louis. Un drôle de petit sourire plissait ses lèvres crevassées. Il ficha une Chesterfield dans le coin de sa bouche, sans cesser de sourire, et gratta une allumette sur l'ongle de son pouce. Ensuite il demanda « Vous vous rappelez de ce sentier au sujet duquel votre petite fille vous a interrogé ?» D'abord, Louis ne vit pas de quoi il parlait. Eileen lui avait posé d'innombrables questions avant de succomber enfin au sommeil. Puis il se souvint du petit chemin bien entretenu qui gravissait le flanc de coteau en sinuant à travers les bouleaux. « Ah oui, dit-il, vous lui avez promis que vous lui en parleriez un de ces jours. »« Oh, je tiendrai ma promesse, dit Grandal. Ce sentier s'enfonce dans les bois sur une distance d'à peu près 3 kilomètres. Ce sont les gosses des environs qui le maintiennent en état, car ce sont eux qui s'en servent. Au jour d'aujourd'hui, pourtant, la population des enfants n'est plus tellement stable. Au temps où j'étais enfant moi-même, les gens n'avaient pas la bougeotte comme à présent. On se fixait quelque part et on n'en partait plus. Mais apparemment, ils se passent le mot, et chaque printemps, ils s'amènent en bande, ils dégagent le sentier de ces mauvaises herbes et ils le tiennent propre pendant tout l'été. La plupart des adultes de Ludlow et des environs ignorent l'existence de ce sentier. Il y en a bien quelques-uns qui sont au courant, mais guère plus qu'une poignée. Par contre, tous les enfants le connaissent, j'en suis sûr. « Mais vous savez où il mène ?»« Oui, au cimetière des animaux, dit Grandal. « Un cimetière d'animaux » répéta Louis, interloqué. « Oh, ça doit vous paraître bizarre, mais ça ne l'est pas tant que ça, dit Grandal en tirant sur sa cigarette et en imprimant un mouvement de bascule à son rocking-chair. C'est cette damnée route. Elle fait des ravages chez les bêtes domestiques, et pas seulement chez les chiens et les chats. Les enfants riders avaient un raton laveur apprivoisé, et un de ces gros camions Orinco lui est passé dessus. Ça remonte à quand déjà, cette histoire? Ça devait être en 73, ou peut-être même avant. En tout cas, c'était avant que la législature d'État ait adopté cette loi qui interdit la possession à domicile d'un raton laveur ou d'un putois, même opéré. Et pourquoi ont-ils fait ça? La rage, expliqua Grandal. On a eu pas mal d'alertes à la rage dans le Maine ces temps derniers. Il y a 2 ou 3 ans, dans le sud de l'État, un gros Saint-Bernard l'a attrapé et il a tué 4 personnes. Ça a fait toute une histoire. On s'est aperçu que ce pauvre chien n'avait pas été vacciné. Si ces andouilles de maître avaient pensé à lui faire ses vaccins, rien de tout ça ne serait arrivé. Mais avec un raton laveur ou un putois, ça ne marche pas aussi simplement. Il faut les faire piquer au moins 2 fois l'an, et encore le vaccin n'est pas toujours efficace. Pourtant, le raton laveur des petits riders n'était pas méchant comme la plupart de ses congénères, loin de là. Il s'amenait vers vous en tortillant son gros derrière. Qu'est-ce qu'il était gras, cette pauvre bestiole, et il vous léchait la figure exactement comme aurait fait un chien. Leur papa l'avait même amené au vétérinaire pour le faire châtrer et lui faire ôter ses griffes. Sûr que ça avait dû lui coûter une belle somme. Il travaillait chez IBM à Bangor, Ryder. Ils sont partis dans le Colorado, ça doit faire 5 ans, peut-être même 6 à présent. Ça me fait tout drôle de penser que ces 2 garnements sont pratiquement en âge de conduire. La perte de ce raton laveur a été un vrai crève-cœur pour eux, c'est sûr. Matty Ryder a pleuré pendant si longtemps que sa mère s'est affolée. Elle voulait le traîner chez le docteur. Je suppose qu'il s'en est remis depuis, mais il n'oublie jamais. Un gosse dont la petite bête familière se fait écraser sur la route, ça n'oublie pas. Louise pensa soudain à Eileen et la revit telle qu'elle était lorsqu'il l'avait quittée tout à l'heure, dormant à poing fermé, avec Church lové à ses pieds et émettant ce son de gorge qui évoquait un moteur rouillé. « Ma fille a un chat, dit-il. Il s'appelle Winston Churchill, mais on dit Church pour abréger. »« A-t-il encore ses bijoux de famille ?» demanda le vieil homme. « Pardon ?» fit Louis, qui n'avait pas du tout saisi l'allusion. « Est-ce qu'il est entier, ou est-ce que vous l'avez fait couper ?»« Ah non, dit Louis, non, on ne l'a pas fait couper. » À vrai dire, ce problème épineux avait occasionné quelques frictions à Chicago. Rachel voulait faire stériliser Church. Elle avait été jusqu'à prendre rendez-vous chez le vétérinaire. Louis avait annulé le rendez-vous. Il n'était toujours pas certain d'avoir lui-même compris ce qui l'avait poussé à agir ainsi.
Ce n'était sûrement pas pour la simple raison qu'il assimilait sa propre virilité à celle du gros chat mâle de sa fille. Il n'était tout de même pas idiot à ce point. Ce n'était pas non plus à cause du ressentiment qu'il éprouvait à l'idée d'être obligé de faire castrer Church pour que la grosse dame d'à côté puisse s'épargner la fatigue de boucler le couvercle de ses poubelles en plastique. Tout cela entrait en ligne de compte, bien sûr, mais sa réaction était essentiellement partie d'une intuition vague mais très forte qui lui disait que l'opération allait détruire en Church une chose à laquelle il tenait beaucoup, qu'elle éteindrait à tout jamais la flamme insolente qui dansait en permanence au fond des yeux verts du chat. Finalement, il avait eu raison des arguments de Rachel en faisant valoir que ce problème ne se poserait bientôt plus, étant donné qu'ils allaient s'installer à la campagne. Et voilà qu'à présent, Johnson Grandal lui faisait observer que la vie à la campagne, à Ludlow tout au moins, consistait entre autres à prendre des mesures pour faire face à la menace permanente que faisait peser une route trop fréquentée sur l'existence des animaux domestiques, et qu'il lui demandait s'il avait pris la précaution de faire couper son chat. Un peu d'ironie, Dr. Creed, c'est un excellent tonique sanguin. Si j'étais vous, je le ferais couper, dit Grandal en écrasant son mégot entre le pouce et l'index. Un chat coupé perd pas mal de ses instincts baladeurs. S'il est tout le temps à courir à droite à gauche, sa chance finira par s'épuiser et il ira rejoindre le raton laveur des Fils Rider, le cocker du petit Timmy Dressler et le perroquet de Mrs. Bradley. Pas que le perroquet se soit fait aplatir par un camion, bien sûr. Un jour, il a lâché la rampe et on l'a retrouvé les pattes en l'air, simplement. Je réfléchirai à la question, dit Louis. Vous feriez mieux, dit Grandal en se levant. Où en êtes-vous de votre bière? Finalement, je crois que je vais m'offrir une petite tranche de cheddar. J'ai tout bu, dit Louis en se levant aussi, et il vaut mieux que je m'en aille à présent. J'ai une journée chargée demain. Vous commencez à l'université? Louis fit oui de la tête. Les étudiants n'arriveront pas avant 15 jours, mais il faut que je sois prêt à les accueillir de pied ferme. Oui, j'imagine que ce serait très embêtant si vous ne saviez pas où on range les pilules, dit Grandal en lui tendant la main. Louis la prit et la serra avec prudence, sachant que les vieillards ont les os particulièrement sensibles. Vous n'avez qu'à revenir n'importe quel soir, dit Grandal. Je voudrais vous présenter à Norma. Je crois que vous allez lui plaire. Entendu, dit Louis. J'ai été ravi de faire votre connaissance, Judd. Pareillement, dit Grandal. Vous aurez vite fait de vous adapter, vous verrez. Peut-être même que vous prendrez racine. Mais j'espère bien, dit Louis. Il descendit l'allée, dallée de grosses pierres aux formes irrégulières qui menaient jusqu'à la route, et dut s'arrêter sur le bas-côté pour laisser passer un autre camion. Celui-ci roulait en direction de Bucksport, et il était suivi d'une file de 5 voitures. Ensuite, il adressa un bref salut de la main à Judd, traversa la rue, la route, se m'origina-t-il une fois de plus, et pénétra dans sa nouvelle maison. Il y régnait la douce quiétude du sommeil. Eileen ne semblait pas avoir bougé d'un poil depuis tout à l'heure, et Gage était toujours dans son lit cage, endormi dans une position typiquement gaguesque, étalé sur le dos, les bras en croix, un biberon à portée de la main. Louis resta un moment à regarder son fils dormir, et tout à coup il sentit son cœur déborder d'un amour si violent qu'il en paraissait presque dangereux. Il supposa que la violence de ses sentiments était due pour une bonne part à un regret poignant des lieux et des visages qu'il avait laissés derrière lui à Chicago, et dont la distance effaçait si rapidement les contours qu'il lui semblait déjà qu'ils n'avaient jamais existé vraiment. De mon temps, les gens n'avaient pas la bougeotte comme à présent, on se fixait quelque part et on n'en parlait plus. Il y avait du vrai là-dedans. Louis s'approcha de son fils, et profitant de ce qu'il n'y avait personne, pas même Rachel, pour le voir faire, il déposa un baiser sur ses doigts et les appuya d'un geste bref et léger sur la joue de Gage à travers les barreaux du petit lit d'enfant. Gage émit un bruit de succion mouillée et se retourna sur le côté. « Dors bien, bébé » murmura Louis. Il se déshabilla sans bruit et se glissa dans sa moitié du grand lit double qui se réduisait pour l'instant à un matelas posé sur le sol. Les tensions accumulées pendant la journée commençaient à se dénouer en lui. Rachel était rigoureusement inerte. Les masses de carton empilées dessinaient autour d'eux des formes fantomatiques. Juste avant de s'endormir, Louis se souleva sur un coude et il regarda par la fenêtre. Leur chambre était en façade et il pouvait apercevoir la maison des Grandal de l'autre côté de la route. La lune était cachée par les nuages, de sorte qu'il faisait trop sombre pour discerner précisément les formes, mais la minuscule lueur de la cigarette de Judd rougeoyait encore au milieu des ténèbres de la véranda. « Il est toujours là, se dit Louis. Il n'ira sans doute pas se coucher avant un bon moment. Les vieux ont du mal à dormir. On dirait qu'ils montent la garde, on dirait qu'ils guettent quelque chose. Mais quoi ?
Louis remuait encore ses pensées dans sa tête au moment où il sombra dans le sommeil. Il rêva qu'il était à Disney World. Il pilotait une camionnette blanche, d'un blanc très cru, avec des croix rouges peintes sur ses flancs. Gage était assis à côté de lui, et dans son rêve, il avait au moins 10 ans. Church, allongé sur le tableau de bord, fixait Louis de ses yeux verts iridescents. Au milieu de la grande rue minutieusement reconstituée, non loin de la fausse gare de style 1890, Mickey Mouse échangeait des poignées de main avec les mioches agglutinées autour de lui, et leurs petites mains confiantes disparaissaient dans ces énormes gants blancs de dessin animé. Au cours des 2 semaines suivantes, la famille Greed fut absorbée dans de multiples occupations. Louis apprenait progressivement à s'adapter aux exigences de sa nouvelle fonction, comment il se comporterait lorsqu'il se trouverait face à 10 000 étudiants, parmi lesquels figurerait sans doute bon nombre d'alcooliques et de drogués, sans parler des cas de maladies vénériennes, de ceux qui présenteraient des syndromes d'angoisse à cause d'une peur phobique des examens, ou parce qu'ils avaient été arrachés d'unifamilial pour la première fois, et de la douzaine d'anorexiques, en général du sexe féminin, ce qui se passerait lorsqu'ils convergeraient tous ensemble sur le campus, mais mieux valait ne pas trop y penser. Et tandis que Louise prenait en main ses nouvelles tâches de responsable des services médicaux de l'université d'Orono, Rachel prenait en main la conduite de la maisonnée. Gage accumulait consciencieusement les plaies et les bosses qui allaient de pair avec l'apprentissage de son nouvel environnement, et pendant un temps, ses réveils nocturnes prirent un rythme fâcheusement anarchique, mais vers le milieu de leur 2e semaine de vie à Ludlow, les choses rentrèrent dans l'ordre et il se remit à dormir normalement toute la nuit. En revanche, Eileen, qui devait faire face à la perspective de commencer l'école primaire dans un endroit entièrement nouveau pour elle, vivait dans un état de surexcitation continuelle et avait sans cesse les nerfs à fleur de peau. Elle était prise à tout bout de champ d'accès de fou rire auxquels succédaient des périodes de dépression quasi ménopausale et faisait des caprices pour un oui ou pour un non. Rachel était certaine que cela lui passerait dès qu'elle aurait constaté que l'école ne ressemblait en rien à l'affreux croque-mitaine assoiffé de sang dont elle s'était construit l'image dans sa tête, et Louis s'inclinait à lui donner raison. La plupart du temps, d'ailleurs, Eileen restait pareille à ce qu'elle avait toujours été, un vrai petit ange. Louis avait rapidement pris l'habitude d'aller retrouver Judd chaque soir pour déguster une bière ou deux en sa compagnie. Au moment où Gage se remettait à dormir normalement la nuit, Louise commença à apporter régulièrement avec lui, une fois sur 2 peut-être, un pack de 6 bières. Il avait fait la connaissance de Norma Grandal, une vieille dame douce et affable qui souffrait de polyarthrite chronique évolutive, cette cochonnerie qu'on appelle aussi grand rhumatisme déformant, et qui empoisonne tout ce qu'il aurait pu rester de joie dans l'existence de beaucoup de vieilles personnes, au demeurant parfaitement saines. Mais Norma faisait front. Elle ne capitulait pas devant la douleur, elle ne baissait jamais pavillon, elle résistait pied à pied. Louis estima qu'elle avait encore devant elle 5 ou 7 années de vie productive, quoique pas tellement folichonne. Contrevenant, une fois n'est pas coutume, aux règles qu'il s'était fixées à lui-même, il examina la vieille dame de sa propre initiative, et il éplucha soigneusement les prescriptions de son médecin traitant habituel, auquel il ne trouva strictement rien à redire. Il éprouva une déception cuisante de ne pouvoir rien faire de plus pour elle, de n'avoir rien de mieux à lui suggérer, mais son médecin, le docteur Wadebridge, avait visiblement fait un tour aussi complet que possible de la situation et prévu toutes les mesures à prendre compte tenu de l'évolution prévisible du mal qui, à moins d'une rémission subite sur laquelle il valait mieux ne pas trop tabler, ne pourrait qu'empirer régulièrement. La seule alternative qui restait à Norma Grandal était d'apprendre à faire bon ménage avec sa douleur ou d'aller passer le restant de ses jours claquemuré dans une petite chambre à gribouiller des lettres à son cher mari avec de gros crayons d'enfant. Rachel et Norma s'aimaient bien, et elles avaient scellé leur amitié en échangeant des recettes de cuisine à la façon de 2 garçonnets qui troquent de ces images de vedettes de baseball qu'on trouve dans les paquets de céréales précuites. Ça avait été d'abord le bœuf stroganoff de Rachel contre le pâté de pommes paysannes de Norma, et le reste avait suivi. La vieille dame s'était vite attachée aux 2 enfants, surtout à Eileen, qui d'après elle allait devenir en grandissant une vraie beauté à l'ancienne. Le soir, au lit, Louise déclara qu'il était encore heureux que la vieille dame n'ait pas prédit à Eileen qu'elle serait une belle vieille peau, et Rachel fut prise d'un fou rire si violent qu'elle en péta. Louise fit chorus, et ils rirent si longtemps et si bruyamment qu'ils réveillèrent Gage, qui dormait dans la chambre voisine. Le jour de la rentrée des classes, Louise, qui estimait s'être suffisamment mise au courant pour assumer sans dommage le bon fonctionnement de l'infirmerie du campus et des locaux de soins annexes, décida de prendre sa journée. D'ailleurs, l'infirmerie était absolument vide pour le moment.
Leur unique patiente, une étudiante qui suivait des cours de rattrapage d'été et qui s'était cassé la jambe sur les marches du bâtiment de l'association des étudiants, était repartie une semaine auparavant. Quand le gros autobus scolaire jaune parut au croisement de Middle Drive et de la route 15 et vint s'arrêter lourdement devant chez eux, Louis et Rachel, qui tenaient Gage dans ses bras, étaient debout sur la pelouse. Le chauffeur actionna l'ouverture de la porte pliante et il s'en échappa des piaillements excités d'enfants qui se répandirent dans l'air tiède de septembre. Eileen se retourna brièvement vers ses parents et leur lança un drôle de regard implorant, comme pour leur demander s'il n'était pas encore temps d'enrayer cette mécanique impitoyable qui était en train de l'aspirer. Apparemment, ce qu'elle lut sur leur visage l'a convaincue qu'il était trop tard, et que tout ce qui allait suivre dans cette journée fatidique était désormais aussi inéluctable que la lente progression de l'arthrite de Norma. Elle tourna la tête et gravit le marchepied de l'autobus, dont la porte se referma sur elle, en projetant au dehors une légère vapeur qui faisait songer à l'haleine d'un dragon. L'autobus s'éloigna et Rachel fondit en larmes. « Bon allons, ne pleure pas, voyons, dit Louis, qui était lui-même à deux doigts d'éclater en sanglots. Il ne s'agit jamais que d'une demi-journée. Oh, une demi-journée, c'est déjà bien trop, rétorqua Rachel, d'une voix pleine de reproches, et ses larmes redoublèrent. Louis la serra contre lui, et Gage passa nonchalamment un bras autour de chacun de leurs deux coups. D'ordinaire, lorsque Rachel pleurait, Gage faisait de même. Mais cette fois-là, non. Le petit salaud, se dit Louis. Il sait qu'il nous a tout à lui à présent. Ils attendirent le retour d'Eileen avec pas mal de fébrilité, engloutissant des litres de café, se livrant à des spéculations sans fin sur son sort. Louis alla s'enfermer dans la pièce dont il comptait faire son bureau à l'arrière de la maison, et il se mit à glandouiller bêtement, sans arriver à faire grand-chose de mieux que de remuer des papiers de ci, de là. Rachel commença à préparer le déjeuner absurdement tôt. À 10h15, le téléphone sonna. Rachel se rua dessus, décrocha avant même la seconde sonnerie et articula un « Allô ?» exsangue. Louis était debout dans l'encadrement de la porte qui séparait son bureau de la cuisine. Il s'imaginait déjà que c'était la maîtresse d'Eileen qui appelait pour leur annoncer que c'était râpé, que le grand estomac de l'institution publique n'avait pas trouvé Eileen à son goût et avait décidé de la recracher. Mais ce n'était que Normal Grandal qui téléphonait pour leur dire que Judd venait de terminer la récolte du maïs et qu'une douzaine d'épis étaient à leur disposition s'ils les voulaient. Louis se rendit chez les Grandal avec un sac de provisions et il gronda Judd pour ne pas lui avoir demandé de l'aider à la cueillette. « Oh, de toute façon, la récolte était merdeuse cette année, dit le vieil homme. Tu serais gentil d'éviter ce genre de langage quand je suis à portée d'oreille, dit Norma, en pénétrant sur la véranda avec un antique plateau Coca-Cola en tôle sur lequel étaient posés 3 grands verres de thé glacé. Oh, navré, ma chérie, dit Judd. Oh, il n'est pas plus navré que ça, commenta Norma à l'intention de Louis, avant de s'asseoir avec une petite grimace de douleur. J'ai vu Eileen monter dans l'autobus, dit Judd en allumant une cigarette. Tout ira bien pour elle, ne vous en faites pas, dit Norma. Ces choses-là finissent presque toujours par s'arranger. Presque, songea lugubrement Louis. Mais à son retour, Eileen se portait effectivement le mieux du monde. Elle rentra sur le coup de midi, souriante et épanouie, sa robe bleue des grands jours s'évasant gracieusement autour de ses tibias zébrés d'égratignures. Elle avait même une écorchure toute fraîche à un genou, qu'elle ne se fit pas faute de leur exhiber fièrement. Elle brandissait d'une main un dessin qui représentait peut-être 2 enfants, à moins que ce ne fût un couple d'oies. Le lacet d'un de ses souliers traînait par terre. Elle n'avait plus qu'un seul ruban dans les cheveux, et elle braillait. « On a chanté Old MacDonald, maman. Papa, on a chanté Old MacDonald, comme à l'école de Casta Street. » Rachel jeta un coup d'œil en direction de Louis, qui était assis, Gage sur les genoux, sur la banquette du bow window. Le bébé dormait à moitié. Rachel détourna très vite son regard, mais Louis y avait lu de la tristesse, et l'espace d'un instant, une affreuse panique s'empara de lui. « C'est donc vrai que nous allons vieillir, se dit-il, vieillir pour de bon. Personne ne fera d'exception pour nous. Eileen est partie pour grandir, et nous aussi. » Eileen accourut vers lui, et elle essaya de lui montrer simultanément son dessin et son écorchure, tout en lui parlant de sa nouvelle maîtresse, Mrs. Berryman, et de la chanson qu'ils avaient chantée. Church passait et repassait entre ses jambes en ronronnant, et c'était un miracle qu'elle ne trébuchât pas sur lui. « Chut !» fit Louis en l'embrassant. Ignorant tout ce remue-ménage, Gage s'était endormi. « Laisse-moi juste le temps de mettre le bébé au lit, et après tu me raconteras tout ça. » Le bébé dans les bras, il gravit l'escalier que baignaient les rayons obliques et brûlants d'un soleil de fin d'été. Et lorsqu'il parvint au palier de l'étage, un pressentiment horrible et ténébreux s'abattit sur lui avec tant de force qu'il se pétrifia sur place,
et regarda autour de lui avec stupeur en se demandant d'où pouvait bien lui venir cette soudaine terreur. Il avait resserré son étreinte sur l'enfant, qui se mit à se débattre faiblement dans son sommeil, et il sentit que de grandes plaques de chair de poule s'étaient formées sur toute la longueur de ses bras et de son dos. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» se demanda-t-il, épouvanté et confus. Son cœur battait la chamade, des frissons glacés lui couraient le long du crâne, et il lui sembla que son cuir chevelu se recroquevillait brusquement. Il sentit une brusque giclée d'adrénaline en arrière de ses yeux. Louis savait qu'en cas de peur extrême, les yeux humains s'exorbitent vraiment. Ils ne s'écarquillent pas simplement, ils grossissent bel et bien à mesure que la pression sanguine augmente et que la pression hydrostatique du liquide céphalorachidien s'intensifie. Mais qu'est-ce que ça peut bien être, bon Dieu? Des fantômes? Bon sang, on dirait vraiment que quelque chose m'a frôlé en passant près de moi dans le couloir, quelque chose qu'il m'a presque semblé apercevoir. Au rez-de-chaussée, la porte à treillis qui doublait celle de l'entrée principale se rabattit sur le chambranle avec un claquement sec. Louis Creed tressaillit violemment et il réprima un hurlement, puis il se mit à rire. Il venait tout simplement de tomber dans une espèce de trou psychologique, d'avoir une absence, une de ces brèves pertes de conscience dont les épileptiques ne sont pas les seuls à souffrir. Il arrive parfois que des gens parfaitement normaux éprouvent ce genre de défaillance. Elle passe aussitôt et on n'en parle plus. Que disait le vieil Ebenezer Scrooge au fantôme de Jacob Marley dans le conte de Noël? Il se peut bien que vous ne voyiez rien de plus qu'un peu de pommes de terre mal cuites. Vous me faites penser à une sauce trop grasse plutôt qu'à une tombe. Mais c'était encore plus juste, aussi bien au point de vue de la physiologie que du point de la psychologie, que Charles Dickens ne l'avait sans doute soupçonné lui-même. Les fantômes, cela n'existait pas, en tout cas pas dans l'expérience de Louis Creed. Il avait constaté une bonne vingtaine de décès au cours de sa carrière, et pas une seule fois il n'avait éprouvé le passage d'une âme. Il porta Gage jusqu'à sa chambre et il le coucha dans son lit. Mais tandis qu'il remontait la couverture sur son fils, il sentit un frisson convulsif le long de son dos, et il eut la brusque vision du hall d'exposition de son oncle Karl. Ce hall d'exposition, on n'y présentait ni bagueule rutilante, ni téléviseur nanti de tous les derniers perfectionnements, ni lave-vaisselle dont les portes vitrées permettent d'admirer le détergent magique en pleine action. Il ne contenait rien d'autre que des boîtes oblongues au couvercle béant, éclairées chacune d'un spot discret. Karl Creed, l'oncle paternel de Louis, était entrepreneur de pompes funèbres. Bon Dieu, mais qu'est-ce qui a bien pu t'épouvanter comme ça? Fais le vide dans ton crâne et oublie ces conneries. Il posa un baiser sur le front de son fils et redescendit pour écouter Eileen lui faire le récit de sa première journée d'école des grands.